Bonjour à tous et bienvenue, bonjour à toutes également. Je suis Romain Thirion, rédacteur en chef adjoint du journal The Pro après-vente carrosserie et président de l'association des journalistes techniques et économiques. Ensemble, avec les participants de cette table ronde, nous allons consacrer 40 minutes à la prise en charge des véhicules électriques en carrosserie et notamment nous allons nous intéresser aux investissements humains et matériels que le carrossier doit consentir pour prendre en charge ces véhicules. Et nous allons notamment essayer de démystifier certaines idées reçues autour de la prise en charge des VE. Alors pour nous éclairer aujourd'hui, nous accueillons les intervenants suivants. Stéphane Emeraud, vous êtes responsable des qualifications techniques chez BMW France. C'est bien ça, merci Romain de cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Max Saluni, vous êtes le dirigeant et fondateur du groupe Albax et Carrosserie Lecoq. Aujourd'hui, vous êtes l'un des principaux groupes de carrosserie indépendante en France. Oui, bonjour. Alors, simplement, je remplace à la volée mon fils. Donc, de temps en temps, j'aurai des notes. Parce que malheureusement, il n'a pas pu être là. Oui, merci, je représente les carrosseries Albax et le groupe Lecoq. Philippe Barrault, vous êtes le président de Classe Garage Solutions. Vous êtes fabricant d'équipements de garage et d'atelier. Sébastien Castagnier, vous êtes le responsable offre maintenance du GNFA. Pour qui ne connaîtrait pas le GNFA, je ne pense pas que ça soit fréquent ici, mais c'est le groupement national pour la formation automobile. Et enfin, Jean-Marc Donatien, vous êtes président du métier carrossier de Mobiliance, l'une des principales fédérations professionnelles du secteur des services de l'auto. Alors, petite introduction, en France, les véhicules électriques légers ne représentent encore que 2% du parc, c'est très faible, mais le nombre d'immatriculations, lui, il est en forte hausse, sur 1,577 millions de véhicules neufs immatriculés en 2022, 203 000 sont des véhicules électriques, et ça représente, à elle seule, l'année 2022 représente un tiers du parc total de VE en France. D'ici 2036, jusqu'à 40% du parc pourrait être constitué de véhicules électriques. Ce sont des chiffres issus du baromètre du véhicule électrique de la NFA. Stéphane Emeraud, sur cette table ronde, vous êtes le représentant de BMW. BMW qui expose sur ce salon et dont la gamme de véhicules électriques remonte au début des années 2010. On se souvient du lancement de la i3 et de la i8 avec des architectures et des matériaux spécifiques. Stéphane, qu'est-ce qui fait la particularité des plateformes des véhicules électriques BMW par rapport au modèle thermique en termes de structure et d'assemblage, et qu'est-ce qui fait la particularité des matériaux? Merci Romain. En effet, BMW n'est pas en reste sur les véhicules électrifiés. L'histoire est maintenant assez longue, en ce sens qu'il y a 10 ans, comme vous le disiez, BMW lançait un véhicule citadin, une BMW i3, que l'on peut voir ici. Cette BMW i3 était déjà très innovante. BMW est toujours reconnue comme une marque innovante et c'était déjà le cas en 2013. Nous avions sur cette conception de véhicule en fait un module Life et un module Drive. C'est comme ça qu'était présenté ce produit. Sur la partie basse, où on recevait en fait tout ce qui était train roulant et également la batterie du véhicule, on avait toute une architecture en aluminium. Dessus était greffée en fait une structure en carbone. Et l'idée étant en fait tout simplement de réduire son poids. Vous savez que sur les véhicules électrifiés, l'ennemi c'est le poids. Et donc eh bien, BMW, en lançant ce produit qui était vendu à 200 000 unités dans le monde quand même, eh bien, avait cette technologie. Et ce qui était surprenant aussi sur cette technologie, c'est qu'en fait, entre le module Life et le module Drive, on avait appliqué tout simplement une colle. Cette colle amenait en contact ces deux éléments. Aujourd'hui, pour parler toujours de ce véhicule, si on veut bien revenir sur la slide précédente, s'il vous plaît, nous avons 4 sites en France qui peuvent intervenir sur l'élément du carbone, des carrosseries intégrées toutes BMW. Toutes les succursales, effectivement. Exactement. Juste sur cet élément de carbone. Parce qu'aujourd'hui, les chaînes de fabrication, et vous l'avez dit en fait Romain, aujourd'hui on présente des véhicules sur le salon de l'automobile, à savoir la nouvelle série 5 et la BMW i5 100% électrique. Vous avez sur la droite de ce schéma une conception de la fabrication des caisses. Ces caisses, qu'elles soient dédiées à recevoir un moteur thermique, qu'elles soient dédiées à recevoir un plug-in hybride rechargeable ou encore 100% électrique, sont très similaires dans leur conception. Donc sur de la réparation aujourd'hui en lien avec les véhicules électrifiés, qu'aujourd'hui qu'on ait un véhicule thermique ou un plug-in hybride rechargeable ou encore un 100% électrique, il y a très peu de différence en fait
chez BMW. Il y a des logiques de volume qui ont fait converger les plateformes des deux types de motorisation finalement. Exactement. Maintenant, si on peut passer à la slide suivante, nous avons bien évidemment encore une fois travaillé sur le poids. On va retrouver différents matériaux qui composent en fait un véhicule. On va retrouver bien évidemment de l'aluminium, on va retrouver du plastique, différents types d'acier, des aciers à élasticité ultra performante, très haute performante pour garantir en fait la sécurité des occupants. Et puis même sur du plastique, on va parfois trouver aussi des éléments encore une fois en carbone. On va réutiliser le savoir-faire de BMW pour l'appliquer dans certaines places dans les véhicules ici sur un pavillon. Alors côté tôlerie, dressage des véhicules électriques et hybrides BMW, est-ce que ça nécessite des formations spécifiques au sein du réseau? Alors oui, bien évidemment, chez BMW, je vais demander à la régie de passer à la slide suivante. En fait, l'ensemble des travaux qui constituent la réparation carrosserie du BMW Group est constitué en 3 niveaux de réparation. Le premier niveau, des choses très simples, des éléments clipsés, vissés, du vitrage. Tout le monde aujourd'hui est capable de le faire. Ensuite, le niveau 2 de réparation, on va trouver en fait des réparations sur les tôles extérieures, le remplacement d'ailes, entre autres, avec des process de technologie de collage riftage. Cette technicité que l'on verra après sur une vidéo est très ancienne chez BMW aussi. Et puis le troisième niveau, on va retrouver des réparations sur les structures, donc sur un marbre. On sera donc capable en fait de remplacer un longeron, un dôme de suspension. Et c'est l'occasion d'ailleurs de voir cela sous vidéo. Je vais demander à la régie de passer la vidéo s'il vous plaît. Ça passe là, mais pas là. C'est bon. C'est bon. Ok. Eh bien, donc sur la vidéo, vous avez pu voir un carrossier intervenir sur le remplacement d'un module de suspension. Celui-ci, avant d'appliquer cette colle sur le collage riftage, va amener en fait une augmentation de l'adhérence de cette colle entre l'aluminium et les composants en faisant de la passivation, tout simplement en chauffant. Vous avez dû voir donc cet élément chauffé pour amener en fait une meilleure adhérence de cette colle. Et on voit donc ensuite après la riveteuse qui elle va finir le travail de l'assemblage de ces composants et le carrossier va lui-même après enlever le surplus de cette colle. Je vais demander ensuite à remplacer la slide. Voilà. Donc 3 niveaux de réparation carrosserie. Et bien évidemment, BMW Group organise des formations en lien avec ces 3 niveaux de réparation. Et en termes d'outillage, on a ici des représentants qui seront plus à même de répondre à ma place. Mais le BMW Group, en fait, a tout simplement listé des listes et des besoins en fait de réparation sur ces 3 niveaux. Et voilà, on va vous demander tout simplement d'avoir les outils, une rifteuse, un marbre homologué BMW, enfin toute une liste exhaustive que je ne vais pas énumérer ici. Alors, il y a un an, les VE pesaient environ 2,5% des entrées ateliers annuelles des concessionnaires, 1,4% des entrées ateliers des réparateurs indépendants. Chez les carrossiers, la vérité est certainement entre les deux parce qu'il y a beaucoup de sous-traitance dans le métier. Stéphane et Moreau, quelle est la part de sous-traitance chez les carrossiers indépendants chez BMW et quelles sont les attentes de BMW envers ses sous-traitants en termes de compétences et d'équipement? Alors, notre réseau de carrosserie est composé aujourd'hui de 40% de sites intégrés. Donc, c'est-à-dire qu'une concession BMW Mini, 40% d'entre elles ont une carrosserie intégrée. Cela veut dire que nous sous-traitons 60% des restes du travail. Et ce que l'on va leur demander, eh bien, c'est en fait d'être formés sur des technicités, des process en lien avec nos produits. Et aussi, et là il me manque une slide si on le peut mettre en régie, on va en fait leur demander aussi de bien répondre à des process de réparation qui sont en fait, quand on remplace un élément de plancher ou parfois même une aile, il est demandé en fait de mettre en sécurité un véhicule sur les véhicules électrifiés. Ça paraît être simple, une opération simple, ça je vous l'accorde. Cependant, en fait, on a quand même une prise de conscience à avoir quand on est carrossier, à faire une analyse des risques. On est sur un véhicule accidenté assez souvent et on se doit en fait d'avoir le bon réflexe pour répondre pleinement et mettre la sécurité de tous ses collaborateurs et de la concession, entre autres, et de la carrosserie. Donc c'est important en fait d'avoir aussi des habilitations sur les véhicules électrifiés. Très bien.
Je me tourne à présent vers vous, Max Aluni. Le groupe Albax réalise des réparations pour un grand nombre de marques automobiles. Vous détenez aujourd'hui une quinzaine d'agréments constructeurs, si je ne me trompe pas. Côté réparation des VE, vous avez été le premier carrossier en France à réparer des Tesla, notamment via votre filiale Carrosserie Lecoq. Ça a été même la première agréée par Tesla, il me semble. Première question, aujourd'hui, la part de véhicules électriques ou électrifiés dans les entrées ateliers d'Albax, du groupe Albax, c'est quoi? Et quelle est la part du personnel habilité aujourd'hui dans votre réseau? Alors ça, c'est assez simple. Aujourd'hui, on a à peu près 20% des gens qui travaillent chez nous qui sont habilités à faire de l'électricité, ce qui représente à peu près 50 personnes dans l'ensemble de nos entreprises. Et en nombre d'heures vendues, on représente 27% d'heures vendues sur des voitures électriques ou hybrides. Ça représente un CA important quand même, un chiffre d'affaires important, c'est 27%. Bien, 27%, on fait plus important 32 millions, donc voilà. Et comme c'est quand même des heures qui sont vendues bien, on n'est plus dans le cadre d'agrément compagnie d'assurance. Il doit y avoir un peu plus de chiffre d'affaires, on doit faire 3 x 3, 9, on doit faire un peu plus de 9 millions. Voilà. D'accord. De votre expérience de carrossier multimarque, est-ce que le véhicule électrique a changé beaucoup de choses d'une marque à l'autre dans les techniques de dressage, de réparation, de mise en peinture? Je pense notamment à l'étuvage, par exemple, les températures d'étuvage au moment du séchage. Alors, ça a changé beaucoup de choses. On avait de bonnes explications techniques auparavant. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que comme les voitures électriques ont des batteries lourdes, il est évident que toutes les structures, les constructeurs de véhicules électriques ont choisi des structures aluminium et composite. Du moment où ils ont choisi aluminium et composite, aujourd'hui, je dirais même que, par exemple, oui, on a été les premiers à agréer Tesla, mais l'agrément Tesla n'est même pas un agrément électrique, c'est plus un agrément aluminium tourné vers la structure. Et la structure aluminium, aujourd'hui, elle se répare très peu. Quelle que soit l'automobile, c'est plutôt du remplacement. Et on voit bien que, par contre, on va avoir une construction de l'automobile qui va être fait avec des rivetages collages et qui va être fait avec des tôles HLE et des tôles haute concentration. Ensuite, oui, pour les cabines de peinture, bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi. Je me souviens que pour le Tesla, le petit coupé qu'on a réparé les premiers, Roadster. le Roadster, j'étais en train de chercher, c'est une voiture qu'on ne pouvait pas chauffer à plus de 65 degrés en cabine de peinture pendant plus de 20 minutes. Et aujourd'hui, c'est 71 degrés pour une Tesla, n'importe laquelle, et c'est à peu près la même chose sur toutes les marques que l'on représente, puisque dans les 15 marques où nous sommes agréés constructeurs, les 15 marques ont des véhicules électriques, que ce soit Porsche, que ce soit Ferrari, que ce soit Jaguar, que ce soit Bentley, etc. Je vous en passe. Donc, il y a des techniques à suivre et c'est de plus en plus contraignant et la méthodologie constructeur doit être suivie au doigt et à la lettre. Finalement, c'est surtout le cahier des charges de chaque constructeur qui rend la procédure un peu plus complexe. Et on y reviendra un peu plus tard d'ailleurs sur la diversité des cahiers des charges qui peuvent exister. Quel investissement, Max, en termes de temps, en termes financiers, en termes matériels pour intervenir sur les VE en carrosserie? Alors là, je vais un peu regarder mes pompes. Alors, un guide de base pour simplement recevoir dans un atelier une voiture électrique, c'est 2500 €. Balisage, protection de l'homme, la flèche, etc. À peu près 2500 balles. La formation de base pour cet homme-là, à peu près 1000 €, une formation de base, et qui devra être repris tous les 3 ans. Donc ça, c'est si on veut simplement recevoir une voiture électrique ou hybride pour pouvoir la réparer avec une partie de sécurité forte. Si on veut aller un peu plus loin et qu'on veut rentrer dans la voiture dite électrique, il faudra un outillage spécifique marque par marque. Parce qu'encore là, selon la marque, il va falloir un marbre spécifique, il va falloir une table de batterie spécifique, il va falloir de l'outillage spécifique. Ensuite, il y a un troisième niveau.
c'est tout ce qui est rivetage, collage aujourd'hui, marque par marque. Parce que là encore, selon les marques, eh bien, les riveteuses, nous déposons aujourd'hui à peu près 6 riveteuses différentes selon les marques, parce que chaque marque, elle veut sa riveteuse, ses rivets. Et donc, à partir de là, 6 riveteuses, une riveteuse, grosso modo, ça vaut 15 000 euros. Donc, dans un atelier, vous avez 6 riveteuses qui font le même métier, mais vous en avez payé 6 à 15 000 balles. Donc ça commence à coûter de l'argent. Alors qu'avant, on avait une pointeuse et un poste MIG, et on s'en sortait pour toutes les automobiles. Et le nombre de pistolets colle aussi est différent, parce que selon la colle, un constructeur va vouloir telle colle pour telle pièce, etc. Et donc, on va avoir des pistolets colle. Alors, je n'ai pas le prix du pistolet colle, mais il n'y a rien de donné aujourd'hui. Et quatrièmement, j'aurais tendance à dire, pour un agrément Tesla, par exemple, il faut environ un budget de 200 000 euros, okay, d'investissement pour le petit outillage et pour l'outillage marbre. Et ensuite, il faut des formations in situ. Et la formation, c'est 1 semaine pour une personne, et ça doit se renouveler tous les 3 ans. Et grosso modo, quand vous envoyez à l'étranger, parce que les formations ne se font pas en France, naturellement, il faut envoyer un traducteur, il faut envoyer, et c'est tout à notre charge. Et il ne faut pas oublier que pendant qu'on envoie ces gens en formation, eh bien, ils ne sont pas productifs chez nous. Donc, le coût de la formation, ce n'est pas simplement le coût que l'on va payer d'1 semaine de formation chez Pierre, Paul ou Jacques. C'est le prix de la formation, plus le prix d'un traducteur, plus le prix de l'hôtel qui va avec, et plus il va falloir renouveler ça 3 fois à peu près tous les 3 ans. Alors, heureusement, toutes les marques ne sont pas aussi restrictives que Tesla, mais il y a un côté prescripteur chez Tesla qui fait que d'autres pourraient être tentés de s'en inspirer. On y reviendra tout à l'heure avec Jean-Marc Donatien. Il y a aussi des coûts cachés en termes administratifs. Alors oui, en termes administratifs, étant donné que dès qu'on va rentrer dans un véhicule accidenté, ceux qui vont arriver chez nous vont arriver certainement pour du structurel. Donc, à partir de là, l'administratif devient de plus en plus lourd pour les VE, les VEI, etc., puisqu'il faut justifier de la personne qui a travaillé sur l'automobile. Étant donné qu'il faut justifier de cela, aujourd'hui, notre improductif chez nous, on a à peu près 10 improductifs pour 40 personnes qui travaillent. Ouais. Et vous n'êtes pas encore assez dans l'atelier, simplement, je prends le coq Paris, c'est 10 productifs et 40 personnes qui tapent du marteau. Très bien. Merci, Max. Merci à vous. Philippe Barrault, je passe à vous en tant que fabricant d'équipements de garage et d'outillage spécialisés, donc exclusivement dans l'automobile d'ailleurs. Tout à fait. Classé en pointe sur la conception et la commercialisation de matériel dédié à la prise en charge des véhicules électriques. Vous travaillez d'ailleurs au plus près de l'un des principaux centres de certification du secteur, le CESVI, à Poitiers. Vous pouvez nous en dire plus sur cette collaboration et l'impact en amont qui est là sur la conception de vos outils? On a attaqué les gammes d'outillage hybride et électrique, hein, donc on va surtout parler d'outillage isolé. Je vais orienter mon intervention surtout sur cette partie-là, puis je ne vais pas vous parler de carrosserie, je pense que tout le monde sait ce que vous avez à faire et l'outillage qui est nécessité sur ce type d'intervention. Côté nouveauté hybride et électrique, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le risque pour les opérateurs, le risque pour les compagnons. Et nous avons travaillé cette gamme-là depuis à peu près 6 ans, il me semble, un peu plus de 6 ans. Ça a commencé les premières demandes par les assureurs, les administrations, certains constructeurs, où tout le monde se cherchait un petit peu à l'époque, nous les premiers. Et la collaboration avec le CESVI a été assez naturelle, où nous avons cherché à simplifier nos gammes pour les rendre les plus accessibles et les plus lisibles possibles. Parce que bon, proposer des outils isolés en veux-tu en voilà, j'aurais tendance tout le monde à dire que tout le monde en serait capable. Maintenant, proposer une sélection dédiée à la réparation automobile ou à l'intervention pour intervenir à l'intérieur du pack batterie ou contrôler des étanchéités, excusez-moi, ça, enfin, je considère que c'est notre métier.
Donc le CESVI nous a énormément aidé dans cette recherche, dans cette définition de gamme, dans cette simplification de gamme. Nous avons également, comme vous le voyez à l'écran, travaillé énormément sur plusieurs modèles de tables élévatrices de batterie. Celle que vous voyez à l'écran, ça doit être le 4e ou le 5e modèle, qui est en constante évolution, parce que là aussi, on cherche à proposer des outils qui soient qui puissent intervenir sur le plus grand nombre de modèles possibles aujourd'hui. Les modèles changent très vite. Les nouveaux véhicules, les véhicules arrivent assez rapidement sur le marché. Ce qui nous impose à nous d'être réactifs et de proposer surtout une table qui est capable de prendre des batteries aussi bien de C0, hein, des petites batteries refroidies par air, qu'aussi bien des grandes batteries de MG qui vont largement dépasser de la table. C'est pour ça que la table est extensible entre autres. Pour nous, et c'est la conclusion qu'on a eue avec le CESVI, entre autres sur ces tables élévatrices, le plus important c'est d'arriver à positionner correctement la table pour le démontage de la batterie, pour surtout faciliter le remontage après intervention sur la carrosserie, sur le châssis ou sur le pack batterie en lui-même. Quels sont aujourd'hui les outils, donc on en a parlé des packs de mise en sécurité, vous en vendez, on a parlé un peu de l'investissement, vous estimez environ à quelque chose comme 10 000 € au total si on veut avoir la table en plus? Les tables élévatrices se situent aujourd'hui dans notre gamme entre 5 et 10 000 €. Comme l'évoquait mon confrère, un investissement de départ pour mise en sécurité, balisage. Aujourd'hui, il faut compter entre 1 500 et 3 000 € suivant le niveau de technicité. Ce qu'il faut comprendre à travers tout ça, c'est qu'on va avoir un pack d'outils minimum pour les interventions sur l'autoroute ou dans un certain nombre de garages. Mais dès qu'on va vouloir intervenir à l'intérieur du pack batterie, hein, je vous rappelle, c'est à peu près grosso modo 30% du prix du véhicule. Donc c'est quelque chose, que ce soit pour le véhicule d'occasion ou pour l'entretien juste naturel du véhicule, qui sera de plus en plus répandu. Là, on va s'adresser sur un autre niveau d'outillage. Oui. Hein. Donc des outils bien plus petits pour isoler les modules, pour les défaire. Et un autre niveau de qualification également. Pour un niveau de qualification différent, effectivement. Hein. Donc là, vous voyez à l'écran un pack, on va dire, minimum d'intervention rapide et de balisage. Mais évidemment, quand on va intervenir dans une batterie, on va nécessiter un autre niveau d'outillage. Vous insistez aussi beaucoup, évidemment, sur l'espace à délimiter pour l'intervention, pour la mise en sécurité. Et il y a d'autres postes sur lesquels vous insistez auprès de vos clients. Oui, on insiste assez régulièrement. On essaye de sensibiliser tout le monde là-dessus sur la qualité que doit conserver l'outillage dédié à cette intervention sous tension. Je vais parler des gants, je vais parler de la visière, je vais parler des outils. Sur les gants, il y a des testeurs de gants, c'est pas des gants qu'on va jeter sur le dessus de la servante, c'est pas des gants qu'on va laisser traîner par terre. Aujourd'hui, la micro-perforation, vous le voyez par défaut, on va pas le voir à l'œil nu, et par contre, ça peut vous coûter la vie. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste, d'avoir des housses de gants, des housses sur ce type de matériel, ne pas traiter ce type de matériel comme comme un outillage, on va dire, mécanique traditionnel. Pour ça que sur les outils isolés, on a essayé d'avoir une technologie à double couche qui nous permet de mettre un petit peu en valeur quand l'outil a pris un choc ou quelque chose où il y a un risque potentiel, ça change de couleur. Donc tout ça, il faut y laisser la place nécessaire au bon stockage en sécurité de ces outils. Un petit point également important, c'est la charge des véhicules. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, puisqu'il y a un certain nombre de contrôles que vous ne pourrez pas faire si la batterie est trop faible. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. Et d'un point de vue satisfaction client, récupérer son véhicule à 0 ou à 2%, c'est pas entendable pour moi. On ne peut pas le récupérer, de toute façon. Très bien. Merci beaucoup, Philippe. Sébastien Castagnier, donc en termes de formation, puisque vous représentez le GNFA ici, que coûte la préparation à l'habilitation électrique pour le carrossier? Alors, rien. C'est important de le dire. Oui, puis c'est vrai en plus. Donc effectivement, l'Opco Mobilité porte un dispositif qui s'appelle Compétences Emploi. Donc pour faire simple, vous vous inscrivez sur le site de GNFA, vous choisissez la formation habilitation électrique, on a tous les types d'habilitation, on y reviendra après, ou technologie si vous avez besoin de stages
après l'habilitation électrique. La totalité des coûts pédagogiques est portée par l'Opcomobilité au travers du dispositif compétences emploi. Et d'ailleurs, jusqu'à fin décembre 2023, 16 € de l'heure également est aussi porté par l'OPCO pour compenser la perte du collaborateur en productivité dans l'entreprise. Très bien. Juste par rapport aux gants, oui. je voulais juste préciser une petite chose, une petite chose par rapport aux gants. On transpire énormément dans ces gants. Donc je vous invite à porter des sous-gants coton pour allonger leur durée de vie et puis avoir un confort un peu plus important sur ce type de gants. Donc là, pour la prise en charge, effectivement, on parle de la préparation à l'habilitation et non pas du parcours qu'exigent tous ces constructeurs de nouveaux véhicules électriques. Au GNFA, ça pèse quoi aujourd'hui les formations à la préparation à l'habilitation en termes de nombre de personnes, nombre de sessions? Alors, ça représente environ 10 000 collaborateurs. Je ne pourrais pas vous faire le tri de la part de carrossiers, puisque les carrossiers aujourd'hui sont les premiers impactés, parce que dès qu'on achète un véhicule qui vient de sortir, le jour d'après, il peut avoir un accident. Et en plus, il va être encore plus exposé au risque, puisque qui dit accident dit risque électrique plus, par rapport à une panne ou à un entretien que le véhicule pourrait avoir. Donc j'ai envie de dire que c'est vraiment eux, quelque part, la priorité de formation sur les modules liés à la mise hors tension des véhicules en sécurité, en respectant les instructions permanentes de sécurité. Pareil aussi, petit point rapide sur les instructions permanentes de sécurité. On a une documentation constructeur qui est vraiment on va dire la Bible du constructeur à respecter avec des outils des fois dédiés, des borniers spécifiques pour aller valider des paramètres dans l'outil diagnostic et faire la mise hors tension. Et on a au travers de ça aussi une obligation de l'employeur qui est de proposer une instruction qu'on appelle permanente de sécurité dans laquelle il va être listé toutes les étapes de mise hors tension, de port des EPI et aussi la partie administrative liée à l'ordre de réparation, comme vous le disiez, qui a intervenu sur le véhicule, qui a mis hors tension à quelle heure, pour savoir si le véhicule est sécurisé ou pas, et s'il est remis sous tension ou pas, avec qui. Voilà, puisque l'idée est vraiment de sécuriser le véhicule pour faire intervenir soit la même personne, si sur une activité complète, soit une autre personne. Par rapport à ça, le constat terrain qu'on a rencontré par rapport au carrossier, c'est de penser que dès que le véhicule est consigné, c'est-à-dire qu'on a fait une mise hors tension, tout le monde peut intervenir sur le véhicule. C'est important de le rappeler aussi. Voilà, donc, sauf que ça c'est faux. Il faut vraiment que ça sorte des esprits. Tant qu'on a une énergie dans le véhicule, à bord du véhicule, on a un potentiel risque électrique. On peut avoir mis le véhicule hors tension et pour autant avoir une batterie endommagée dans le véhicule avec tout autant de risques. Et c'est là où le danger arrive, puisqu'on enlève les EPI, on pense que c'est bon. Non, c'est pas bon. Voilà. En termes de niveau d'habilitation, où se situent les carrossiers aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont souvent au-delà du niveau B0L Oui. Et est-ce qu'on ressent une forte différence entre le niveau des carrossiers employés chez des concessionnaires, par exemple, et ceux employés dans des carrosseries indépendantes? Non. Après, l'habilitation n'est pas liée. Enfin, les symboles d'habilitation ne sont pas liés à un emploi. Elles sont liées à des activités qu'on va réaliser sur le véhicule. Donc, si je suis vraiment jusqu'au boutiste, on peut avoir une personne habilitée, mais alors après vous allez traduire en organisation entreprise et en organisation de tâches dans l'atelier, et là vous allez être vite rendu au même résultat en général qui est de dire ok, je vais lui faire la totale. Soit on découpe les activités, c'est-à-dire on met un B0L qui lui va avoir la partie méca, et on met quelqu'un d'autre qui fait la mise hors tension. Une fois qu'il a fait la mise hors tension, on confie à la partie B0L. Donc là, c'est plus lié à des entreprises de très fort volume qui veut dédier une ou deux personnes aux mises hors tension et puis après les autres à la partie activité mécanique. Soit on fait passer la formation, donc qui est la référence 50-540 si vous voulez faire la recherche sur le site pour avoir les dates et les lieux. Et là, on dispose de toute la partie habilitation hors tension. Donc juste pour terminer sur les habilitations, le GNFA aussi, depuis 2011 maintenant, a des agréments, et donc on était les premiers à avoir ces agréments-là, à dispenser l'habilitation sous tension. Donc là, c'est un agrément du ministère du Travail. Et on a à ce jour 9 sites en France qui ont la capacité de dispenser cette habilitation sur 3 jours aux travaux sous tension. Donc on intervient dans les packs batteries, on fait une opération de nettoyage, une opération voisinage et un remplacement d'éléments de batterie. Tout cela est vu pendant la formation, une évaluation est portée là-dessus, avec pareil aussi les formations au recyclage. Et elle fait partie aussi du dispositif compétences emploi. Alors, dernière question sur, effectivement, on a parlé de la structure des véhicules électriques qui aujourd'hui se rapproche quand même beaucoup de celle des véhicules thermiques. Néanmoins, est-ce que ces véhicules électriques, est-ce qu'il y a
amener une montée en compétences sur les questions de tôlerie, de peinture, de réparation des plastiques, ou alors finalement c'était un mouvement qui était déjà en cours? Alors je vais rejoindre ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'effectivement la chasse au poids augmente la part d'aluminium, de carbone, de composite. Le véhicule électrique en fait fortement partie, bien sûr, puisqu'on a des batteries lourdes. Donc il faut suivre au niveau des compétences, ça se généralise aussi sur les thermiques et les PHEV aussi. Les compétences, oui, elles sont différentes, mais liées à la partie aluminium. Donc on va avoir un module de 2 jours sur le travail de l'aluminium, sous du redressage avec 70-80% de pratique. On identifie la pièce et on travaille la réparation à lui. Oui, Stéphane ? Stéphane voulait intervenir. Non, en fait, je voulais juste préciser que le GNFA a le savoir-faire, puisqu'en fait, nous, en pleine transparence avec vous, en fait, nous travaillons avec le GNFA pour organiser nos formations carrosserie. Donc, voilà, merci Sébastien pour tout ce que vous faites. Merci. Donc effectivement, merci beaucoup Stéphane. On a la partie aluminium et après les composites. Pareil aussi sur les composites, réparation des composites, 2 jours, 70% de pratique. De la pratique bien évidemment sur des pièces et de la vraie vie. Pas de distanciel sur ces formations-là qui sont bien évidemment énormément axées sur le savoir-faire, sur la pratique, sur travailler les matériaux. Voilà. Merci Sébastien. Alors, avant de vous donner la parole, Jean-Marc, petit point chiffre. Selon le cabinet d'études JIPA, spécialisé dans l'automobile, 82% des carrossiers indépendants déclarent intervenir sur des véhicules électrifiés. Jean-Marc, chez Mobiliance, vous surveillez de près ce que la filière exige des carrossiers. Juste un petit point, combien de carrossiers disposent au moins d'une personne habilitée aujourd'hui? Alors, bonjour déjà à tous. Aujourd'hui, il faut compter les concessionnaires, hein, bien sûr, puisque oui. Les concessionnaires font la carrosserie, on l'a dit, les agents aussi, les agents de marque. Donc eux ont forcément l'habilitation puisque le constructeur le demande. Et ensuite, en termes de carrosserie, j'irai sur l'ensemble du métier, on est à peu près à 50% de gens formés au niveau électrique, hein, de la consignation. Alors, est-ce qu'il y a un décalage dans les orientations des donneurs d'ordre, des assureurs par exemple, vers des concessionnaires ou des agents ou vers des réparateurs indépendants, ou aujourd'hui finalement c'est pas ça qui compte? Non, c'est le moins cher. Non, il ne faut pas rêver. En fait, les assurances ne tiennent pas vraiment compte au niveau d'un agrément de dire j'envoie à telle voiture, à telle personne parce qu'il a une habilitation ou parce qu'il fait de la Tesla. Bah, Tesla, c'est encore différent, on en reparlera. Mais au niveau de la carrosserie pure, de l'orientation des garages dits agréés, non, les assurances n'en tiennent pas compte, que ce soit électrique ou pas électrique. Hein. En revanche, ce que vous déplorez particulièrement, c'est plutôt le manque d'information ou de transparence de la part de certains constructeurs, et notamment les nouveaux entrants. Et est-ce que ça a à voir justement avec l'augmentation de ces marques un peu exotiques de véhicules électriques? En fait, la crainte qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport à cette émergence de véhicules qui arrive un peu de toutes les nations, on en voit pas mal dans le coin là maintenant, les Chinois et autres, c'est que la crainte qu'on peut avoir, c'est le modèle Tesla qui nous met quand même un petit peu en défaut parce que Tesla, bon, effectivement, comme disait M. Aluni, c'est entre 150 et 200 000 euros. Tout le monde ne peut pas se permettre. Il faut de la place. Et le souci qu'on a, c'est qu'on se demande si demain, Renault, Peugeot, BYD ou autres concessionnaires, autres constructeurs ne vont pas nous imposer justement cette norme pour la réparabilité des voitures. C'est savoir que chez Tesla, si vous réparez une Tesla, à partir du moment où vous touchez la voiture, il y a, je crois, M. Aluni, il n'y a plus de garantie. Donc il faut être habilité. On peut le comprendre, il n'y a pas de souci. Mais pour nous, carrossiers, des carrossiers au sein d'un village qui traite peut-être 400 voitures par an, il ne peut pas se permettre de le faire. Alors qu'il aura forcément des Tesla qui pourraient venir chez lui. Mais le problème, c'est que l'investissement est beaucoup trop lourd. BMW, je le sais aussi, parce que je suis issu de l'ancienne marque BMW du constructeur. Moi, je connais ces préconisations au niveau des rivetages, des collages. Mais beaucoup de carrossiers, quand je fais le tour de mes régions et quand je fais le tour de France et que je leur explique les contraintes qu'ils peuvent avoir, beaucoup ne savent pas. On peut se dire qu'on change une aile. Alors, est-ce que c'est à l'expert d'expliquer que si tu changes une aile arrière sur une série 5, il faut qu'elle soit rivetée, collée, soudée? C'est pas trop à lui de le dire. Par contre, il saura le dire si c'est pas bien fait à la fin. C'est là le problème. Donc on a ce manque d'information effectivement au niveau des constructeurs et ça nous pèse, ça met à défaut quand même. Vous vouliez intervenir, Max?
Très volontiers. Alors, moi, je suis assez d'accord sur ce que tu dis, mais il faut prendre en compte une chose, c'est que le monde du constructeur, pour garder sa pièce de réemploi et la vendre, et vendre l'origine, aujourd'hui, va agréer de plus en plus ses ateliers. Oui. Par rapport, ça va être sa politique. On a, comme exemple, on vient de prendre l'agrément Ford. On est les premiers à prendre un agrément Ford en France. On y est, j'ai un de mes collègues là en face, justement. Et on y est quelques-uns à avoir pris cet agrément. Et il y en a d'autres qui vont arriver, d'autres constructeurs qui viennent nous voir aujourd'hui. Des gens comme Fisker, des gens comme... Bon, Highways, c'est déjà passé, mais même des marques chinoises qui se rapprochent de gens comme nous pour avoir des agréments constructeurs et pour pouvoir maîtriser, comme BMW le fait si bien, maîtriser la réparation, alors peut-être pas si bien, mais pas mal quand même, la réparation de tous ces véhicules de mer et surtout pour pouvoir vendre de la pièce. Finalement, le véhicule électrique a fait opérer un peu une bascule entre agrément constructeur et agrément assureur, mais c'est pour une autre table ronde, celle-ci. Oui. Jean-Marc, je vous laisse poursuivre sur les défis qui se posent aux carrossiers, et notamment sur la réparabilité des véhicules électriques en cas de gros choc. Vous craignez notamment qu'il y ait de plus en plus de véhicules qui soient classés irréparables? Oui, alors, en termes de réparabilité du classique, ce qu'on appelle des chocs de peau, parce que c'est quand même pratiquement 70 à 80% des chocs de peau, ça ne change absolument rien. Il faut quand même savoir, une fois que la voiture est consignée, pour nous, changer une porte, les vitres, un capot, un pare-choc avant, il n'y a pas de souci. La contrainte qu'il y a aujourd'hui, c'est le transfert de charge, le transfert de masse qui se fait par rapport aux batteries. Et donc les chocs sont un peu plus violents. Et quand on rentre dans la réparabilité d'un groupe propulseur avant électrique, dès qu'on arrive à cette partie-là, pour nous, on sait que c'est déjà fini. Quand on est sur un choc latéral bas de caisse avec au niveau de la batterie, puisqu'elle est toute en surface sous plancher, on sait que c'est compliqué. On sait surtout, pour discuter très très bien avec eux, que ce soit BCA ou la FFEA, les experts ne prennent plus trop de risques d'aller beaucoup plus loin, sachant que, comme on le dit tout à l'heure, c'est 30 voire 40% du prix de la voiture au niveau de la réparabilité, juste les batteries, éléments batterie et gros propulseurs, ça reste quand même compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller plus loin à ce niveau-là, et c'est vrai que on a cette contrainte de valeur économique qui arrive très vite, parce que nonobstant le fait de changer un bas de caisse et après changer la batterie, mais il y a toute la partie derrière. Donc effectivement, s'il y a 2 portes et tout, on arrive au prix de la voiture. Et généralement, les experts ne veulent pas aller plus loin. Alors je ne sais pas, celui peut dire chez Tesla, parce que moi j'ai un ami aussi qui a agréé Tesla, et qui me dit qu'effectivement, les clients veulent quand même réparer leur voiture, mais l'expert a cette limite de dire jusqu'où on peut aller. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la valeur économique aussi de la voiture. Juste un dernier mot avec Max. Alors moi je dirais simplement que Tesla a ouvert un nouveau système de réparation et d'ailleurs un nouveau système de vente de véhicules, etc. Donc ils ont marqué le monde de l'automobile en général. Il n'en reste pas moins que nous on est agréé par 15 marques. Vous avez Bentley, c'est pareil. Vous avez Rolls, c'est pareil. Vous avez Jaguar, c'est pareil. Vous avez tous aujourd'hui referment énormément leur méthodologie de réparation. Et oui, on peut réparer des voitures. Oui, on en répare de plus en plus. La preuve, c'est que, comme je vous disais, entre-temps, je réfléchissais, on va faire 32 millions, donc on va faire à peu près, non 9 millions, mais 12 ou 13 millions de chiffre d'affaires sur notre chiffre d'affaires par rapport à de la voiture dite électrique ou hybride. Donc oui, on en répare. Oui, on répare tout. Et oui, on fait encore de belles réparations parce que c'est des voitures qui valent cher. Alors, pas les petites chinoises, ça, on ne les a pas encore trop vues. Mais bien que, je pense que là aussi, on va devoir, elles se dévaloriseront moins vite qu'une voiture avec un moteur mécanique ou quoi que ce soit. Et donc, elles tiendront mieux. Un dernier mot et ça sera terminé après pour cette table. Non, la crainte aujourd'hui, comme je le dis encore une fois, parce que je défends quand même pratiquement 10 000 carrosseries en France, c'est ces fameux effectivement de constructeurs qui veulent aujourd'hui orienter eux-mêmes par rapport à leurs concessionnaires. Pourquoi? Parce que tout change, l'industrie de l'automobile a changé, la distribution automobile est en train de changer, les concessionnaires n'existeront plus demain, ce ne seront plus que des agents et des vendeurs de voitures sur catalogue avec un configurateur. C'est encore un autre sujet. Mais c'est un sujet qui est important. Pourquoi? Parce que ce sujet-là, il est relié à quoi? À des cathédrales de construction qui vont être obligées de se diversifier.
Par quoi? Par le biais de la carrosserie. Comment retrouver une valeur dans la carrosserie? Le constructeur eux-mêmes disent maintenant un agrément. Vous êtes concessionnaire, vous serez agréé. Et puis nous, on ne fera rien du tout parce que malheureusement, on n'aura pas les moyens de le faire. Et c'est notre crainte qu'on a aujourd'hui sur ces voitures qui arrivent dites électriques. Encore que le marché n'est pas très important. Donc nous, ça ne nous impacte pas pour le jour. Aujourd'hui, on travaille. Comme je l'ai dit, il n'y a aucun souci. Une fois qu'elle est mise en sécurité, pour nous, ça reste un travail classique. Donc ça ne change rien. On n'a pas plus de réparation de véhicules parce qu'il y a des voitures électriques, puisque elles sont remplacées juste par d'autres anciennes voitures les gens achètent des voitures électriques. Mais ça ne change rien. Mais cette crainte que j'ai moi aujourd'hui dans le monde de demain de la réparation carrosserie, c'est celle-ci, de pouvoir dire les constructeurs allons directement chez les concessionnaires qui seront eux habilités. Et là, on ne pourra plus rien faire. C'est un débat qui se continuera peut-être au-delà de cette table ronde, mais vraiment, on arrive juste à la fin. Juste une chose. Dernier mot. Et je suis d'accord avec ce que dit Jean-Marc, mais il faut prendre en considération une chose qui est évidente. Il y a 40 ans, 70% de la réparation collision était faite par des indépendants. Aujourd'hui, 70% de la réparation collision passe par les constructeurs. Si on n'ouvre pas les yeux, eh bien sûr, on peut dire aux carrossiers qu'il ne faut pas investir, qu'il ne faut pas avancer. Eh bien, ils mourront. Et c'est les constructeurs qui prendront cette part de marché. Donc non, il faut évoluer différemment. Merci à tous les 5 en tout cas pour votre présence, votre participation. Et je laisse la main à mon confrère Emmanuel Taillarda. Merci chers intervenants, merci cher public. On peut applaudir nos intervenants. Et merci à toi Romain, The Pro Carrosserie, pour tes questions très pertinentes et ton choix d'intervenant. La suite à 13h45 sur ce plateau. Et si on parlait des données de maintenance, donc de la maintenance électronique, ça fait suite à la fois pour votre métier au carrossier, mais aussi pour les mécaniciens. Très bonne journée sur Equipe Auto.